bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau aujourd'hui Laurent Denise, le directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, c'est notre rendez-vous de début d'année pour parler bien de quoi? Des perspectives économiques et surtout stratégie d'investissement. Ben oui, il y en a des choses à dire en ce début 2025. Peut-être un retour très rapide sur 2024. On sort de cette année avec peut-être le sentiment d'une grande divergence entre les économies. Les États-Unis qui font la course en tête, même plus besoin d'en parler. Loin devant, la Chine, dont on a attendu une vraie relance tout au long de l'année, avec des mesures ponctuelles, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Elle semble malgré tout pas s'en sortir si mal, si on en choisit les chiffres de croissance 2004. Puis l'Europe, cruellement en manque de souffle. Au moment où on entame ce nouveau tour de piste, est-ce qu'on va continuer, on va peut-être un petit peu la métaphore sportive, est-ce qu'on va continuer au même rythme? Et surtout, est-ce que ces tendances vont s'inverser, se stabiliser ou s'accentuer? Alors, je vais reprendre votre terme de divergence. Oui. Effectivement, il y a une divergence en termes de croissance, ça a été réaffirmé par le FMI, qui a remonté la croissance des États-Unis au-dessus de son potentiel, 2,7%. Et effectivement, on a une dynamique qui est très très forte et qui ne va pas s'estomper avec l'arrivée de M. Trump. Et puis de l'autre côté, la zone euro, un peu plombée, croissance anémique, et puis voire éventuellement possible légère récession en Allemagne, moteur de la zone européenne. Donc on a une divergence de ce côté qui amène une divergence aussi au niveau de la politique monétaire. Oui. On s'attend à ce que la Fed ne bouge plus, ou quasiment plus, peut-être 25 BP au maximum, alors que Mme Lagarde a été assez explicite dans le fait que la BCE allait vraiment agir, et peut-être jusqu'à 100 points de base, voire plus, c'est-à-dire 2%, voire 1,5%, pourquoi pas, pour lutter justement contre cette croissance anémique. Donc divergence de politique monétaire, divergence de croissance, mais peut-être une certaine convergence, et ça c'est notre avis en termes d'inflation. Et nous ne croyons pas du tout à une résurgence de l'inflation, notamment aux États-Unis avec l'arrivée de M. Trump. On commençait à craindre sur les derniers mois de 2024. Ouais. Et alors, si on regarde les 4 piliers de M. Trump, il y a des piliers qui pourraient être inflationnistes, l'immigration, le fait de ramener à la frontière les immigrés, et puis bien évidemment les tarifs douaniers. Et là, on le voit, les tarifs douaniers, finalement, on est dans la transaction, on a finalement Trump 1 égale Trump 2. Beaucoup de menaces, encore peu de choses effectives, véritablement. Exactement. Alors, nous allons voir, puisqu'on l'a vu avec la Colombie là, récemment, ça peut aller très très vite quand même, les menaces peuvent être mises à exécution très rapidement. Mais elle se fait sur des petits pays. Et vous le voyez, le discours vis-à-vis de la Chine a quand même changé. Mon ami Xi Jinping... Même TikTok, on se disait que finalement, bon... Absolument. Donc on est dans une désinflation globale, une déflation même, puisque la Chine exporte de la déflation, qui nous rend plutôt positifs sur tout l'environnemental et finalement les actifs risqués. Donc divergence d'un côté, puis après on va voir le dernier pilier, c'est les relances budgétaires. On va voir ce qui peut être fait, et peut-être que nos amis allemands vont amener une nouvelle perception de la zone euro avec ces élections. À voir. Relance budgétaire en Chine aussi, qu'on attend depuis un an, peut-être Ils en parlaient en fin d'année. Pour la première fois, ils ont évoqué le consommateur. Alors là, je crois qu'on n'aura pas de stimulus massif. Mais il ne faut pas sous-estimer les mesures qui sont prises aujourd'hui. On a en fait j'irais presque employer le terme de répression. On a vraiment les autorités qui poussent les taux très très bas. Et ça va en fait forcer une circulation de l'épargne assez importante. Il faut savoir que la réserve d'épargne des ménages chinois, c'est à peu près 3 années de consommation de ces ménages. Donc elle est assez importante. Et à côté de ça, on a une augmentation de la masse monétaire qui est à peu près 2,5 fois la taille du PIB. Donc c'est vraiment très important. Donc on a vraiment des conditions financières qui s'améliorent et qui devraient améliorer la consommation forcée. Quand les taux valent zéro, forcément, vous êtes amené à un peu plus consommer. Et c'est vraisemblablement de là que pourrait revenir une perception un peu plus positive de la Chine. En tout cas, c'est notre pari. Et on remet un peu de Chine dans les portefeuilles. Remettre un peu de Chine dans les portefeuilles, mais vous le disiez quand même, en tout cas cette certitude, mais en tout cas ce qui est déjà acté, c'est ce rythme de la croissance américaine, une domination américaine qui s'est confirmée aussi de façon éclatante sur les marchés, notamment sur la tech US, le boom de l'IA, avec aujourd'hui quand même la question que tout investisseur professionnel et particulier se pose, est-ce que tout ça peut encore continuer une année supplémentaire ?
Alors, de manière très simple, valorisation en faveur de l'Europe, pas en faveur des US, c'est très cher. La croissance des bénéfices par action en faveur des États-Unis, moins en faveur de l'Europe. On a des doutes sur la capacité des sociétés à faire 8% de croissance comme le pensent les analystes, surtout quand on regarde la dynamique des 3 derniers mois. Elle n'est quand même pas très positive. Mais donc on se dit, alors on fait quoi? On va plutôt côté croissance. On fait quoi? En fait, on regarde le retour sur capitaux investis. Mais là, il n'y a pas photo. Il faut faire des États-Unis. Et j'ai envie de vous dire que c'est plus cher, mais ça rapporte plus. Mais il n'y a pas que la tech, surtout. Il y a tous les secteurs. Vous prenez le secteur de la santé. Novo Nordisk comparé à Eli Lilly, les médicaments anti-obésité. Il faut faire du Eli Lilly. Vous prenez Schneider, notre fleuron. Champion de l'électrique. Exactement. Vous avez le même aux États-Unis, Eaton, qui en fait produit des retours sur capitaux investis. Puis alors, encore plus emblématique, Carrefour. Alors Carrefour, c'est pas cher, 7 fois les multiples cours sur bénéfices, mais un retour sur capitaux investis de 12%. En fait, du Walmart, c'est 25% de retour sur capitaux investis. 100 milliards en fait, sur d'un chiffre d'affaires digital. C'est un autre monde, j'ai envie de dire. Donc en fait, quel que soit le secteur, vous pouvez trouver une entreprise américaine qui fait mieux en termes de retour sur investissement. Donc on privilégie toujours aujourd'hui les États-Unis, mais les États-Unis peut-être un peu autrement. Alors un peu autrement, même si vous avez déjà donné des éléments de réponse, on l'a évoqué, notamment l'année dernière, ce marché hyper concentré, les 7 magnifiques, maintenant c'est même les Batman, on a rajouté Broadcom, c'est plus facile à retenir en tout cas. On reste dans le cinéma, est-ce que, vous l'avez dit un petit peu, on peut assister à un rééquilibrage vers d'autres secteurs de la côte US? Est-ce qu'il y a maintenant des choses qui peuvent être regardées avec un œil un petit peu attentif? Et oui, le cinéma européen est de très bonne qualité et effectivement amener des blockbusters. C'est ça. Oui. Alors d'abord, sur les États-Unis, on opère une rotation. On opère une rotation, mais on y va doucement. C'est-à-dire qu'il faut commencer à prendre ses profits sur ces Batman. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'on a une normalisation des profits qui se met en place. Ces Magnificent Seven, en fait, avaient une croissance des bénéfices sur la période 2023-2024 d'à peu près supérieure à 30%. On anticipe que ça va toujours être en hausse, mais plutôt à hauteur de 20%. Donc vous voyez, une normalisation au profit de quoi? Au profit des autres valeurs des indices, les 493 autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque finalement, la création de valeur, elle se dissémine sur l'ensemble du spectre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vend un petit peu ces Magnificent Seven et puis on rachète le reste de la cote. Sur l'IA, quand même, une des thématiques aussi sur lesquelles on a pas mal planché, c'est est-ce que les gains de productivité, on est d'accord que les investissements consentis ont été colossaux, mais est-ce que les gains de productivité vont être au rendez-vous? À quelle hauteur? Et si oui, rapidement? En plus, on voit que ça bouge pas mal. Il y a une start-up chinoise qui fait parler d'elle, DeepSeek en ce moment, en disant que finalement, elle peut arriver presque aussi bien. En tout cas, c'est l'effet d'annonce qu'on nous donne que les monstres américains avec d'aussi bons résultats. Question toute simple, est-ce que finalement, pour que cette promesse de l'IA soit tenue notamment en bourse, ces gains de productivité importants vont se matérialiser? Et si oui, est-ce que ça va venir vite? Alors, la réponse, elle est simple. Oui, les gains de productivité vont se matérialiser, et d'autant plus rapidement qu'on aura des nouveaux entrants qui vont améliorer justement cette productivité. Moins d'énergie consommée, et puis surtout une accélération. Vous voyez, dans la capacité même à répondre aux tests d'intelligence des ordinateurs, on est maintenant dans une autre dimension qui a dépassé l'humain. Donc les gains de productivité, ils sont là, et les agents IA, qui sont en fait des progiciels qui sont au travers de tâches prédéterminées. Spécialisées, c'est ça en fait. Oui, et puis surtout drivés par du machine learning et qui vous proposent des solutions dans des contrats d'assurance qui sont meilleurs que, j'ai envie de dire, le salarié moyen. Pas les meilleurs, soyons, s'il y en a qui vous écoutent. qui peuvent se vexer. Voilà, les meilleurs. Bon, donc on a des gains de productivité. La vitesse, mais ça s'accélère, c'est juste monumental. Non, la question, elle n'est pas là. La question, elle est côté coût. C'est CAPEX, est-ce qu'on va avoir un retour sur capital investi, capital employé, et effectivement, est-ce qu'on peut voir un peu de dérating dans notre jargon? Est-ce qu'on peut voir des valorisations baisser un peu? Vraisemblablement, c'est ce qui risque de se passer. Ça rejoint la dynamique. Et puis après, ça va bénéficier à qui? Peut-être non plus aux producteurs de pelle et pioche, les Nvidia, Broadcom, processeurs, voilà. Voire les semi-conducteurs au profit
justement des adopteurs. Et donc là, ça peut être entre les deux des hyperscalers qui vont avoir des capex mais qui vont aussi utiliser l'IA. Et puis après, c'est vraiment les utilisateurs d'IA. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils vont gagner en productivité. Donc voilà, il faut aussi opérer au travers de l'IA un mouvement peut-être vers les logiciels, et c'est ce qu'on conseillait, plutôt que les semi-conducteurs, par exemple. Il y a un petit plan aussi à 500 milliards de dollars, Stargate, qui peut... Alors, pour l'instant, il n'est pas financé. Non. Hein, effet d'annonce. En fait, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas l'argent. Donc bon, il n'y a pas l'argent. Et en plus, on peut douter justement de, comme vous le disiez, de la rentabilité de ces investissements où on n'a encore pas d'argent. Et je vous rappelle que pour l'instant, l'argent aux États-Unis, il coûte encore pas loin de 4%. Ouais. Donc, bon, prudence sur tout ce que dit Donald Trump. Hein. Effectivement, il faut aller au-delà de la déclaration. Bon, quand je vous écoute quand même, Laurent, ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que bon, c'est bon, allez, on ne se prend pas la tête, on investit encore tout aux États-Unis, on laisse la Chine et l'Europe de côté. D'autant plus que, il faut le dire aussi, on a l'impression en Europe que certains secteurs sont en crise durable. Je pense notamment à l'auto. Et puis, vous l'avez dit quand même, mais en Chine, la confiance du consommateur, certes, il y a de l'épargne, mais elle met du temps à revenir. Non, je crois qu'il ne faut absolument pas abandonner l'Europe. L'Europe n'est pas la zone que nous privilégions. Pourquoi? Parce que la croissance est anémique, on l'a évoqué. Mais on a une sous-pondération des investisseurs internationaux qui est ultime, enfin, qui est comparable à 2008 ou 2012, les crises extrêmes. Et à côté de ça, on a en Europe la capacité à aller chercher du rendement, aussi bien au niveau des dividendes, qui sont nettement supérieurs aux dividendes américains, ou le portage, en fait, qui, pour des obligations de crédit, tourne autour de 4%. Et ça vous assure, à minima, quel que soit le scénario, un rendement sur votre portefeuille, dans votre allocation. Donc on revient, et on revient aussi sur des sociétés avec une exposition globale. On va chercher la croissance où elle est, aux États-Unis et en Asie. Et donc ces sociétés qui sont exposées à l'international, et ça a déjà commencé à marcher, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Donc pas sur des valeurs européennes domestiques qui sont exposées, dont le chiffre d'affaires est exposé en majeure partie ou à minima à 40% aux États-Unis. Ça, c'est vraiment une recommandation qu'on vous fait aujourd'hui. Ce sont des valeurs qui devraient avoir un potentiel de rattrapage important parce qu'elles sont décotées, notamment les valeurs françaises qui en plus ont pâti de cette dissolution et de cette perception globale de la France pour le moins négative. Bon, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave parce que vous n'aimez pas quand je parle de secteur. On me dit c'est tellement has-been, mais est-ce qu'il y a quand même des secteurs en Europe qui vous semblent intéressants? Et puis, moi je reste toujours sur l'idée de Chine. Est-ce que là aussi, peut-être qu'on va chercher indirectement l'exposition chinoise via d'autres sociétés, ou est-ce qu'il faut y aller, y revenir de façon plus directe? Je vais répondre à votre question. Parce que vous êtes sympathique. Ouais, merci. Alors, les secteurs, les logiciels, je l'ai évoqué, les logiciels notamment avec ces opportunités sur l'IA, ces agents IA que nous avons mentionnés. On revient aussi, et ça c'est assez contrariant, sur le secteur immobilier. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui revenir sur les taux. On a en fait un effet ciseau plutôt positif entre les loyers et le coût d'endettement qui finalement ne monte pas. Et puis on a une décote par rapport à la valeur des actifs qui est très très forte, et donc une stabilisation, voire un retour à la moyenne. Donc attention, hein, pas l'immobilier physique, l'immobilier coté. Oui. Et puis, on est aussi plutôt positif sur l'électrification, donc ce qu'on appelle le secteur des collectivités, les utilities. Donc ça, ce sont les secteurs que nous privilégions. Et puis, à contrario, l'automobile, vous l'avez évoqué, pour l'instant c'est pas... Et puis les semi-conducteurs, c'est un peu contrariant, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais on pense aujourd'hui qu'il faut être prudent sur le segment. On dit qu'il va falloir de plus en plus prendre en main notre défense, Laurent, en Europe. Est-ce que ça peut être un thème intéressant? Tout à fait. Ouais. Bon, c'est assez clair avec l'arrivée de M. Trump. Ouais. Mais les taux de croissance anticipés sur les 7 prochaines années, c'est 7% annualisé. Donc quand on regarde la valeur des sociétés, en multiples cours sur bénéfices, on est à 17 fois. Et ça, c'est en ligne avec les métriques historiques. Donc les valeurs européennes ne sont pas chères. Et compte tenu des croissances et surtout du surcroît de croissance par rapport justement à ces dépenses d'investissement obligatoires liées à M. Trump, bah oui, il faut en acheter. Et sur la Chine, on y va? Alors sur la Chine, on y va, mais on n'y va pas comme on a pu le faire en 2024. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il fallait faire, et c'était plutôt bien vu, c'est d'aller acheter des sociétés dont les chiffres d'affaires étaient exposés à la Chine, américaine ou européenne. Ça y est, c'est joué, c'est déjà valorisé. Donc en fait, on y va directement. On y va au travers d'ETF ou de valeurs domestiques. Oui. Pourquoi? Parce que ces valeurs domestiques vont être privilégiées et peut-être, et notamment avec DeepSeek, on va voir peut-être là aussi la notion
évoqué dans le rapport Draghi, je ne sais pas si vous en rappelez. En intégralité. Mais je vous avais dit que la Chine était en avance sur certains pans de la technologie. Il n'avait rien à envier aux États-Unis. Ben, ça y est, on commence à le voir. Donc des valeurs chinoises qui sont exposées sur la tech, ça fait peut-être du sens par rapport à ces valeurs américaines extrêmement valorisées. C'est un scénario plutôt optimiste que vous êtes en train de nous dresser, Laurent. Qu'est-ce qui pourrait peut-être le faire dérailler? Moi, je vois un élément, en tout cas, peut-être vous allez me contredire, c'est quand même un niveau d'inquiétude grandissant sur le niveau des taux américains. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent à surveiller? Bon, on va évacuer les risques exogènes et géopolitiques. Hein. Voilà, ils sont mais toujours là. Si c'est un risque de marché, pour l'instant, le risque de récession, même si on a une récession légère en Europe, on devrait arriver, la croissance globale devrait limiter les risques potentiels. Non, je vous rejoins parfaitement sur le fait que la hausse des taux, notamment la hausse des taux longs, pourrait être problématique. Pas simplement la hausse des taux à 10 ans, mais la hausse des taux mortgage, les taux hypothécaires, les créances hypothécaires à 30 ans aux États-Unis. Si on passe ce niveau des 8% qu'on a vu... on en parle moins du 30 ans. Hein. On en parle, oui, mais justement, c'est peut-être problématique. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est le paramètre absolument clé. Je vous rappelle qu'il y a 2000 milliards de créances hypothécaires qui sont logées dans les banques, et notamment les banques régionales, et donc ce refinancement pourrait être compliqué. Et puis à côté, c'est le pilier de la richesse américaine, c'est-à-dire la maison, ma maison, et puis ma maison monte. Le prix monte, donc je peux monétiser en partie, voilà, dans moins mesure qu'en 2008, mais en tout cas, je peux avoir un emprunt encore plus facile et j'achète des actions. Bon, si ces deux piliers, si le pilier immobilier commence à tanguer, ça va aussi faire tanguer le pilier des actions, et donc là, on a un effet richesse qui pourrait, je dirais, se voir sur la consommation américaine. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc oui, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il va falloir surveiller les taux, et le scénario constructif serait complètement invalidé si on avait une forte hausse des taux avec un risque de dissémination de cette perception du risque, pas simplement aux États-Unis, mais partout. Hein, donc, même pas parce qu'on a une divergence de politique monétaire, ça ne suffira pas. Hein, donc attention dans ce cadre-là. Mais on n'y est pas, on fait plutôt la chose inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que ces taux sont assez élevés, trop élevés, par rapport justement au risque d'inflation qui nous paraît un petit peu exagéré, et donc on achète de la duration même aux US. Bon, on regarde le 10 et on regarde le 30 ans aux États-Unis, c'est la moralité de cette réponse. Actions, oui. Obligations, sans doute. Lesquelles? Il va falloir nous le dire. Diversification. Mais dans quoi finalement? C'est quoi une bonne allocation? Alors on sait qu'elle est différente pour chacun, mais une bonne allocation type d'actifs en ce début d'année pour vous, Laurent? C'est une allocation qui gagne, comme dirait ma grand-mère. Donc on verra ça à la fin de l'année. Exactement, on refera le... Pour l'instant... Je vous repasserai la bande. Voilà, mais vous êtes un spécialiste. Non, on reste constructif sur les actions, donc on opère donc toujours plutôt surpondéré sur les États-Unis, mais on rachète un peu d'Europe dans une optique de gestion de risque et portage, dividendes. On opère une rotation, on achète des small caps, des petites capitalisations aux US qui vont bénéficier de la dérégulation, des réglementations et de la baisse des taux, et donc une sensibilité à leur chiffre d'affaires très très forte, et leurs résultats. Et puis, donc on achète de l'Europe, c'est sociétés globales. On revient sur la Chine dans une optique plutôt défensive. Hein. On n'est pas à l'abri d'un rattrapage en termes de valorisation. C'est vraiment très peu cher. Et puis on le voit, hein, cette consommation pourrait s'affermir un peu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et sur les taux, on rachète de la duration, des obligations gouvernementales, et on reste sur du crédit. Alors le crédit est un peu cher en termes de prime de risque, mais en termes de portage, ça fait du sens. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux d'alerte en termes de levier d'endettement. Et c'est ça qui nous ferait peut-être évoluer et sortir de cette position. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pas d'impatience. Restons investis tant qu'on n'a pas de signal négatif sur les marchés, sur la macroéconomie, sur la microéconomie. Les résultats des sociétés sont plutôt bons pour l'instant. On va voir quelle est la séquence. On est aussi positif sur le luxe. On était revenu en décembre, je vous l'avais dit, et nous continuons à surpondérer ce secteur qui nous paraît plutôt bien positionné dans l'environnement. Plutôt des bonnes surprises très récemment avec des résultats meilleurs qu'avant. Même Burberry, voilà. Qui a surpris positivement par rapport à des résultats moyens, il faut le dire, mais un peu mieux que prévu. Donc on va voir avec LVMH et puis Hermès, mais
qui seront importants, mais on est plutôt positif. De toute façon, on se retrouvera tous les trimestres pour faire le point sur cette économie et sur les perspectives des marchés. Merci beaucoup Laurent d'avoir partagé votre vision de ce que nous réserve 2025. Merci. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.